Bien, bonjour. Alors, je m'appelle Sylvain Allemand. Je suis ASR au laboratoire de maths de Bordeaux. Et donc, ce matin, je vais vous présenter les big data. Enfin, on va parler des big data. Alors, bon, ça va être une présentation très théorique, où je vais essayer de vous présenter les concepts, les différentes technologies utilisées dans le big data, quelles ont été les problématiques, quelles ont été les infrastructures pour répondre à ces problématiques. Donc on va d'abord parler du big data, ensuite on s'attardera un peu sur Hadoop, on reprendra avec les bases de données non relationnelles et il y aura un petit épée sur MongoDB, avec à la fin un petit mot sur l'apprentissage, le machine learning, le deep learning. Alors on va commencer par un petit historique pour se remettre dans le contexte, essayer de comprendre comment on en est arrivé au big data. Donc notre histoire commence en 1992, lorsque la National Science Foundation, qui possédait le principal backbone aux États-Unis à l'époque, a autorisé le premier site web commercial, qui était books.com, donc une bibliothèque en ligne. En 1994, le premier paiement en ligne sécurisé a été réalisé sur NetMarket. Et à partir de ce moment-là, les industries ont commencé à créer des sites web et à s'engouffrer dans le e-commerce. Donc on a vu l'apparition de Pizza Hut, Amazon, eBay, et l'apparition de nouveaux modèles commerciaux comme le B2C, donc Business to Consumer. Donc ça peut s'apparenter à Pizza Hut, le C2C comme eBay, de client à client, et le B2B2C, donc un peu comme Amazon. Les moments fatidiques dans l'histoire de la donnée, ça a été dans les années 2000-2010, où il y a eu l'émergence des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, les smartphones, les iPads, etc. Et ça a contribué à la consumérisation de la donnée. La donnée est vraiment devenue un objet de consommation. Alors, quelques statistiques. Bon, on en a déjà parlé. En une minute sur Internet, c'est 470 000 tweets sur Twitter, 2 millions de snaps partagés sur l'application de messagerie Snapchat, 4 millions de recherches réalisées sur Google. Dans le monde commercial, Walmart, donc aux États-Unis, produit 40 pétaoctets de données par jour. Et cet accroissement est provoqué par de multiples sources de données qui sont les réseaux sociaux, les applications mobiles, les différents capteurs, donc les montres, les suivis d'activité, les systèmes de localisation, les tags RFID. Un petit graphique voilà, qui montre la courbe exponentielle de la croissance de la donnée. Donc en 2020, il est prévu qu'on atteigne 40 zétaoctets de données dans le monde. Donc ça correspond à 40 milliards de téraoctets. Voilà. Alors, voici une définition du big data. Alors, bon, je vais vous la lire. Donc, le terme big data réfère à l'accroissement exponentiel des données, au traitement de ces dernières, ou de manière plus générale à toutes les étapes entrant en jeu dans le processus d'extraction d'informations utiles à partir d'énormes lots de données brutes. Donc, on retrouve plein de définitions sur Internet, sur le big data. Celle-là, elle est pas mal parce qu'elle fait apparaître plusieurs aspects du big data. Donc, on a déjà l'accroissement exponentiel de données, c'est l'aspect volume de la donnée. On a aussi l'aspect traitement, donc transformation de la donnée, analyse de la donnée. On a l'aspect extraction d'informations, donc comment retirer de l'information de toute cette masse de données. Et l'aspect multiplicité des types de données. Alors, la définition du big data peut se résumer en 3 mots, qui sont qu'on appelle les 3 V du big data, donc qui sont volume, vélocité et variété. Donc le volume, c'est la quantité qui augmente, 1 pétaoctet toutes les 15 secondes. La courbe de croissance progresse de 50% tous les mois. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça va augmenter? La réponse est oui.
Déjà parce que tout est fait pour produire de la donnée maintenant. On a l'apparition de l'Internet des objets avec les Google Home, les Alexa, les capteurs, les suivis d'activité, etc. Donc tout est fait pour produire de la donnée. Côté industrie, on s'y prépare. Donc on a vu apparaître des disques de 10 Tera. On nous annonce des disques de plus grosse capacité, 20 Tera, 40 Tera. En 2020, apparemment, il y a eu des annonces de bandes de plusieurs centaines de téraoctets. L'obstacle, un obstacle, serait l'énergie. Actuellement, donc l'industrie de la donnée consomme entre 5 et 10% de l'énergie mondiale produite. Et une étude montre qu'en 2040, l'énergie produite mondialement ne suffira pas à alimenter ce secteur de la donnée. Donc c'est un véritable obstacle. Les grands acteurs commencent à y être sensibles, et par exemple Facebook commence à mesurer son stockage, non plus en exaoctets, mais en mégawatts. Donc le second V, c'est la vélocité. Ça correspond à la vitesse à laquelle les données sont générées. Donc on produit plus de données dans un laps de temps plus court, et ça engendre des difficultés technologiques pour absorber cette donnée, l'analyser en temps réel de temps en temps pour être réactif sur la donnée. Troisième V, c'est la variété. Alors la variété correspond à la variété des types et des sources. Donc on peut avoir plusieurs types de données. Ça peut être du texte, de l'audio, des flux de clics, donc pour suivre l'utilisateur et le consommateur. Ces données sont en grande partie générées automatiquement et sans discontinuité. Donc par des machines par exemple, avec les logs, la vidéosurveillance, voilà, les capteurs, les sondes, etc. Et aussi par des activités humaines, donc les mails, les clics, les vidéos. Et donc cette variété de sources et de types va engendrer des données non structurées. Et l'un des buts du Big Data, ça va être d'essayer d'enrichir ces données non structurées de métadonnées afin de pouvoir les manipuler plus facilement. Et donc on va appeler cet enrichissement une semi-structuration de la donnée. Alors j'ai rajouté un quatrième V qu'on commence à voir apparaître dans les définitions, qui est la valeur. Donc la valeur, ça représente ce que la donnée peut apporter, le gain que peut apporter la donnée. Alors une des motivations principales d'utiliser des outils d'analyse de Big Data, c'est d'essayer d'obtenir un avantage économique à travers cette analyse. Donc ça dépend de plusieurs facteurs. Il faut avoir le bon outil d'analyse, il faut être réactif sur l'analyse de la donnée pour réagir au plus vite. Et bon, il y a la vitesse d'analyse qui est importante aussi. J'ai mis une petite phrase de Tim Cook qui dit que quand un service est gratuit, on n'est plus le client, on est le produit. Donc ça illustre bien la valeur de la donnée. Et en fait, on assiste un peu à un renversement entre les entreprises et le grand public, c'est-à-dire que il y a peu d'entreprises qui produisent énormément de produits à une grande population, mais dans le Big Data, c'est une énorme partie de la population qui produit énormément de données que seules quelques entreprises consomment. Oh, ça clignote en rouge. Je sais pas si... On va changer les piles. Il faudra couper ça au montage. Alors, hop. Donc en résumé, en fait, être dans le Big Data, c'est rencontrer une évolution majeure dans ces 3 V, enfin dans un de ces 3 V. En fait, le Big Data, ça résulte d'une conjonction entre les besoins qu'on avait lorsque toutes ces données est arrivées et la puissance techno qui était disponible. Et on pourrait imaginer que si les bases de données relationnelles avaient pu répondre à ce besoin, aujourd'hui on ne parlerait pas de Big Data. Donc quels ont été les défis du Big Data? Donc
premièrement, ça a été le stockage. Comment répondre à ce besoin de stockage? Donc, aucun système qui soit économiquement viable peut accepter un aussi grand nombre de données. Et donc, en stockage, on va plutôt s'orienter vers une agrégation de plusieurs systèmes de stockage. Donc, ça va résulter à un éparpillement de la donnée et une couche logicielle va être nécessaire pour retrouver ces données, agréger ces ensembles de stockage. Le deuxième défi, ça va être de pouvoir passer à l'échelle pour absorber de plus en plus de données, tout en maîtrisant les coûts d'acquisition, de maintenance et d'administration. Donc, maintenant qu'on a vu les défis, on va passer sur quelles ont été les infrastructures mises en place pour répondre à ce besoin. Donc, le principe, ça va être de paralléliser le stockage et les traitements. Donc, on fait appel à ces deux procédés. La parallélisation du stockage, ça consiste à utiliser un maximum de serveurs simples qui vont s'occuper du stockage. Donc l'utilisation de ces serveurs basiques va engendrer des pannes plus importantes, parce qu'ils sont moins tolérants aux pannes. Et donc la couche logicielle va devoir gérer, superviser, monitorer et détecter les erreurs sur tous ces petits serveurs. Donc c'est l'objectif de cette couche logicielle, c'est de protéger la donnée par des réplications, de faciliter la montée à l'échelle quand on en aura besoin. Différentes architectures pour ce stockage, donc on parle, il y a 3 types. Alors, le terme esclave, ça correspond à ces petits serveurs de stockage qui vont s'occuper que de l'aspect stockage, le transfert de données. Et le mot maître, ça correspond à un serveur de métadonnées qui va permettre de gérer tous ces esclaves. Donc la première architecture, c'est maître-esclave, donc un maître et plusieurs esclaves. Donc voici un petit schéma, donc un serveur de métadonnées. Les clients vont s'adresser au serveur maître pour savoir quel est le serveur de données qui possède la donnée. Et ensuite, le transfert de données se fait directement entre client et serveur de stockage. Donc le serveur maître, par exemple, il gère la distribution de la donnée, l'équilibrage de charges, la redondance des données, la supervision. On voit que cette architecture a un point de faiblesse, qui est le serveur maître. Donc s'il tombe en panne, le cluster est à l'arrêt. C'est aussi un goulot d'étranglement pour répondre aux requêtes des clients. On verra ensuite qu'il y a différentes techniques pour résoudre ces problèmes. Ça correspond à l'architecture d'Hadoop. On verra ensuite aussi comment c'est. C'est une architecture principalement monocyte, parce qu'on ne va pas pouvoir éloigner le serveur de métadonnées des serveurs de stockage, parce que ça engendrerait des latences dans le réseau et ce n'est pas compatible avec la mise à jour des données, par exemple. La seconde architecture, c'est maître au pluriel, esclave au pluriel toujours. Donc là, on a plusieurs serveurs de métadonnées qui sont synchronisés entre eux. Donc ça permet de résoudre le problème de point de faiblesse et le goulot d'étranglement. Et la troisième architecture qu'on appelle peer-to-peer ou maître-maître. Donc là, les serveurs de stockage vont aussi réaliser le job de serveur de métadonnées. Et en fait, le principe, ça va être qu'on va utiliser un algorithme qui va, une fonction de hachage, qui va découper les données sur les différents serveurs de stockage. Ça va découper aussi les métadonnées. Et donc là, l'avantage de cette architecture, c'est que on n'a plus de SPOF, de point de faiblesse. La montée à l'échelle se fait très facilement, il suffit d'ajouter des serveurs. Et c'est bien pour l'aspect volume du big data. La seule limite qu'on peut rencontrer, c'est lié à l'efficacité de l'algorithme utilisé. Et voilà.
Alors pour faire des architectures multisites, on va s'appuyer sur deux des architectures vues précédemment. Donc en général, sur chaque site, on va avoir une architecture maître-esclave. Et pour relier les sites, on va utiliser une architecture peer-to-peer ou maître-maître qui va permettre de répliquer la donnée entre les sites, de traiter la montée en charge en ajoutant des sites par exemple. Donc on a vu comment répondre à ce besoin de paralléliser le stockage. Maintenant on va voir comment on parallélise les traitements. Donc avant les traitements, ce qu'on faisait c'est que on rapatriait les données sur un serveur applicatif, on traitait la donnée et on renvoyait sur un serveur de stockage. Aujourd'hui, c'est impossible avec le big data parce que la donnée est trop importante, on ne peut pas la rapatrier sur un serveur. Du coup, le principe, ça va être de paralléliser les traitements. Donc de découper chaque traitement en petites fonctions plus simples qui vont s'appliquer sur chaque donnée qui est distribuée sur les serveurs de stockage. Donc, il va y avoir un aspect important, ça va être de localiser la donnée pour pouvoir répartir les traitements. Un des algorithmes les plus connus, c'est le MapReduce. Donc on verra comment ça marche ensuite, qui assure très bien la montée en puissance, la montée en charge, parce que plus on a besoin de puissance d'analyse, plus on va pouvoir ajouter des serveurs, et du coup l'analyse va se répartir sur tous ces serveurs. Bon, alors ça c'est une vision assez simplifiée, on n'utilise pas toujours le MapReduce. Il peut arriver qu'on ait besoin, par exemple dans la reconnaissance d'images ou du transcodage vidéo, on ait besoin d'utiliser de grosses machines avec beaucoup de mémoire. Donc là, on va plutôt rapatrier la donnée, effectuer le traitement. Et ouais, parce que ces traitements ne se parallélisent pas facilement, c'est ça aussi la raison. Et peut-être qu'à l'avenir, on verra apparaître des machines énormes avec plein de RAM qui pourront répondre aux besoins d'analyse sans passer par du MapReduce. Alors le MapReduce, qu'est-ce que c'est? C'est un algorithme, un paradigme de programmation qui a été proposé par Google en 2004. Il est composé de deux éléments principaux, deux tâches principales, qui est le map, donc qui est appliqué en parallèle sur toutes les parties des données, qui va réaliser certaines opérations comme compter le nombre de mots sur chaque partition de la donnée. Ça va générer des résultats intermédiaires qui sont transmis à la fonction reduce. La fonction reduce, pareil, va réaliser un ensemble de traitements pour produire un résultat. Alors ce paradigme, il est simple d'utilisation et il a été beaucoup adopté. Il a été adopté par l'ensemble des acteurs donc ça a motivé l'introduction d'extensions qui permettent de répondre à différents besoins de requêtage. Par exemple, on a eu Hadoop qui permet de faire du MapReduce itératif, donc ce que ne fait pas MapReduce de base. On a eu BigSQL qui permet de requêter en SQL un serveur Hadoop, par exemple. Alors le MapReduce, comme je disais, à la base, on a toute la donnée qui est répartie sur plusieurs serveurs de stockage. La fonction map s'applique sur chacune de ces parties. Elle génère des données sous forme de clés-valeurs. Et le reduce va s'appliquer sur chacune des données qui possèdent la même clé. Donc à la fin, ça produit un résultat. Il y aura un exemple un peu plus concret quand je présenterai Hadoop. Pourquoi sur chaque nœud map, il y a deux communications sur la droite? Ça, c'est que après il y a une étape qui est un peu cachée d'agrégation des clés qui ont des données qui ont la même clé. Ça sera peut-être plus clair après. Et au niveau de la localisation entre le gap et le reduce,
Le map et le reduce sont sur les mêmes nœuds ou pas? Ça dépend. Bon, je ne suis pas un expert, mais ça dépend. Enfin, c'est le serveur maître qui va répartir ces traitements. Et si les données générées par le map, les données intermédiaires, se retrouvent sur un même nœud, le reduce sera également sur ce même nœud. On n'utilise pas pour on ne va pas rapatrier les données générées par le map sur une machine. Non. Oui, alors, oups. Donc quelques remarques. Ce genre d'architecture, avec ce genre d'architecture, on n'a plus besoin. Bon, j'ai mis le mot sauvegarde, j'aurais pas dû, mais on n'a plus besoin de faire des réplications. Parce que la couche logicielle se charge elle-même de faire ces réplications pour pouvoir répondre aux pannes et à la montée en charge. Bon, là, théoriquement, les tâches d'administration sont constantes, quelle que soit la taille du cluster. Je ne sais pas quelle est la réalité. Bon, le principal obstacle, c'est la gestion des métadonnées lorsqu'on veut monter à l'échelle. Donc pour pouvoir toujours fournir une réponse rapidement. Et alors dans le big data, potentiellement, les données qu'on va stocker vont avoir une durée de vie infinie. Parce que dans le big data, par exemple, on ne sait pas si la donnée qu'on stocke va être utile au moment où on l'a stockée. Elle peut être utile plus tard. Par exemple, la grippe, tous les 6 mois, c'est intéressant de faire de l'analyse sur les données de la grippe. Ou alors, quand il y a eu la grippe aviaire, ça aurait été intéressant de faire des analyses sur la grippe espagnole un siècle plus tôt. Donc, idéalement, les données sont infinies. Maintenant qu'on a vu ces architectures, ces techniques pour répondre à ces besoins, on va voir un peu quelles sont les actions qu'on va réaliser sur les big data. Donc, bon, ça c'est un schéma qui essaie de regrouper un peu toutes ces actions. Donc on a une action principale qui va être d'ingérer, de collecter la donnée, de la stocker dans ce qu'on appelle un lac de données ou un entrepôt de données. Plusieurs actions vont être réalisées, donc un traitement de qualité de la donnée, de l'indexation pour améliorer le requêtage, de la visualisation, de l'anonymisation. On va pouvoir rechercher, analyser, distribuer la donnée. Donc là, maintenant, je vais vous présenter quelques actions sur les big data. Donc la première action, c'est l'ingestion de données. Alors, donc plusieurs problématiques se posent lorsqu'on essaie d'ingérer, de collecter toute cette donnée. Une réponse, en fait, bon, je prends l'exemple du SKA. Le SKA, c'est un projet de radiotélescope qui est prévu en 2024 et il prévoit 1 exaoctet de stockage, de données produites par jour. Et donc, bon, il y a des études qui sont en cours pour essayer de répondre à ce besoin. Donc, une technique pourrait être de réduire la donnée au plus proche de la production. Donc, ouais, faire des pré-traitements. Donc, par exemple, si on prend le cas d'un thermomètre, plutôt que d'envoyer la température toutes les 10 minutes, on pourrait ajouter un petit processeur à ce thermomètre qui va plutôt calculer le différentiel. Et si jamais la température n'évolue pas pendant 1 heure, le thermomètre n'enverra pas les données inutilement, il n'enverra que le delta avec le temps où la température est restée constante. Donc voilà une technique pour essayer de réduire la donnée qu'on va consommer, qu'on va ingérer. Une autre action, ça va être de stocker. Alors dans le big data, on rencontre souvent le terme de lac de données. Alors un lac de données, c'est alors ça va répondre au processus ELT.
Donc ELT, c'est pour Extract Load Transform. Donc le principe de l'ELT, c'est qu'on va récupérer la donnée, l'enregistrer, la stocker sur un espace de stockage pour la transformer plus tard. Donc c'est contraire au processus d'ELT, où là on récupère la donnée, on la transforme pour la stocker. Alors, bon, l'avantage de cette ELT, c'est que on va pouvoir, et de ce lac de données, on va pouvoir agréger la donnée, enfin collecter la donnée de multiples sources, la stocker très rapidement sur un espace de stockage, donc elle va être accessible dès qu'elle est stockée, contrairement à l'ETL où il y a une étape de transformation qui peut retarder le stockage de la donnée et du coup retarder l'analyse. Et en fait, on va la stocker dans son format brut. Donc c'est intéressant quand on ne sait pas encore ce qu'on va faire de la donnée. Bon, quand on ne sait pas ce qu'on va faire de la donnée. Quoi? Ouais, des exemples vous seront présentés demain. Et donc c'est une architecture à plat, contrairement à un entrepôt de données qui va essayer, lui, dans un processus d'ETL, de transformer la donnée afin de faciliter ensuite les recherches plus tard. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, c'est tout. Bon, je ne sais pas si je suis clair, mais... un autre aspect, un autre traitement de la donnée, ça va être de vérifier sa qualité. Donc, parce que les données qu'on collecte peuvent être erronées. Il peut y avoir des problèmes de capteurs, des erreurs d'orthographe dans une publication Facebook, des fraudes aussi. Et donc, vérifier l'authenticité des données va être compliqué car elles proviennent de sources très différentes. Ce qu'on peut réaliser, c'est essayer de connaître l'impact des erreurs lors de l'analyse de ces données, qui va correspondre au bruit d'une analyse. Il y a aussi des logiciels qui font de la détection d'erreurs, d'inexactitudes au niveau de la donnée. Donc ces logiciels fonctionnent à base de profils, de templates ou d'analyse statistique par apprentissage. Et il y a un chiffre, selon des études, les analystes passeraient 50 à 90% de leur temps à nettoyer la donnée. Donc on peut, dans la définition du big data, on peut rajouter un 5e V qui est la véracité de la donnée. Donc vérifier la qualité de la donnée devient important pour pouvoir prendre de bonnes décisions après une analyse. Une autre action importante, ça va être de réaliser une indexation sur cette donnée afin de pouvoir la requêter plus facilement. Donc ça va consister à ajouter des métadonnées sur des données non structurées. Donc on va parler de semi-structuration de la donnée. Ça peut être réalisé à la volée ou a posteriori par des logiciels, par exemple, qui vont reconnaître des numéros de téléphone, des cartes de crédit, des adresses, etc. Alors il y a plusieurs logiciels qui peuvent s'occuper de cette fonction, comme Splunk, Crealog ou Logstash. Une autre action qu'on peut réaliser sur la donnée, c'est ce qu'on appelle du streaming ou du traitement d'événements. Le V de vélocité dans la définition du big data donc fait référence à cette vitesse de réaction et au besoin d'analyser rapidement la donnée en temps réel. Donc on va avoir deux types de traitements, donc soit le streaming qui va fonctionner en continu, qui va produire des stats à la volée, soit ce qu'on appelle du traitement d'événements complexes, CEP, où là, ça va plutôt fonctionner sur une fenêtre temporelle qui va agréger les événements, effectuer les traitements et produire un résultat. Donc on peut retrouver ça dans, par exemple, l'analyse de paquets IP pour pouvoir répondre à une attaque réseau rapidement. Alors un exemple de produit, RabbitMQ, Apex, Storm ou Kafka, qui sont des logiciels de streaming.
On arrive à l'analyse, donc, qui est une grosse étape dans les big data. Donc, bon, dans le big data, il y a beaucoup de données à faible densité d'informations. Et on peut, ça peut s'apparenter à l'expression « chercher une aiguille dans une meule de foin ». Donc ce schéma illustre un peu comment fonctionne l'analyse dans le big data. Alors lorsqu'on connaît la question, c'est-à-dire lorsqu'on sait ce qu'on cherche, bon, on pourrait dire qu'on cherche une aiguille dans une meule de foin, et on va plutôt s'approcher des données des architectures distribuées, donc qui répondent à ce type de questions, donc soit du Hadoop, soit des bases NoSQL. Au contraire, lorsque on ne sait pas ce qu'on cherche, on va plutôt essayer de... Donc on va se rapprocher de ce côté du graphique. On va essayer en fait de charger les données dans une grosse machine à beaucoup de mémoire pour essayer de trouver quels sont les liens qui peuvent exister dans la donnée. Et on va appeler ce traitement un traitement in-memory. Voilà. Donc les traitements in-memory, c'est quand on ne connaît pas la question. Alors un petit exemple pour essayer d'illustrer un peu l'utilisation de tous ces outils. J'ai pris l'exemple de Spotify. Spotify, c'est 30 millions de morceaux de musique, 75 millions d'utilisateurs, 1 milliard de listes d'écoute. Par jour, les utilisateurs génèrent 10 Tera d'événements. Et l'objectif de Spotify, ça va être de proposer, de promouvoir les artistes, les labels, diffuser de la publicité. La difficulté, ça va être pour Spotify, ça va être de fournir la pub au bon moment, donc selon un contexte d'écoute par exemple, d'avoir un retour pour les annonceurs en temps réel ou alors a posteriori pour faire des analyses démographiques par exemple. Donc comment, Spotify, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils vont d'abord, la donnée va être générée par les utilisateurs. Elle va être captée par Kafka, qui est un outil de streaming, qui va donc collecter cette donnée, la centraliser sur un site principal. Parmi les données collectées, ça peut être l'identifiant de l'utilisateur, le morceau de musique qu'il écoute, l'album, un eurodatage. Est-ce qu'il a cliqué ou pas sur une pub? Kafka va envoyer ces données à Storm et Hadoop, donc Hadoop pour faire un stockage permanent et pour pouvoir faire des requêtes plus tard. Et Storm, il va récupérer le profil du morceau depuis une base Cassandra. Il va grouper les événements par auditeur afin de calculer et de mettre en évidence des singularités comme est-ce que l'utilisateur a bouclé sur une musique, est-ce que quelle a été la succession de morceaux, etc. Storm est aussi utilisé pour filtrer les données. Donc, si par exemple l'utilisateur a écouté que quelques secondes d'un morceau, ou s'il a souhaité cacher certaines écoutes. Donc, ça va correspondre au traitement de la qualité de la donnée. Et ces résultats vont être stockés dans une base Cassandra, les résultats de l'analyse, et ensuite envoyés via 0MQ pour mieux cibler les publicités, mieux cibler les utilisateurs. Alors, on va passer à Hadoop. Donc, Hadoop, c'est un logiciel open source de la fondation Apache. Donc, c'est dédié au stockage de larges volumes de données. Ça a été créé en 2004 et Hadoop est composé de 2 couches. Donc, la couche de parallélisation de la donnée, donc HDFS, qui est le système de fichiers, et la couche analyse, donc une implémentation du MapReduce. Alors, ouais, on voit. Alors, Hadoop est très populaire. Beaucoup de logiciels sont venus se greffer sur Hadoop. Donc, on a
des outils d'abstraction qui vont permettre de requêter en SQL, de faire des requêtes SQL sur du Hadoop. On a le streaming qui vont utiliser le stockage Hadoop pour faire les traitements. On a énormément de logiciels qui se sont appuyés sur Hadoop. L'architecture d'Hadoop, donc c'est mode maître au singulier, esclave au pluriel. Donc on a on appelle des data nodes les esclaves, et le name node le serveur de métadonnées. Donc on a plein de data nodes. Pour répondre à la problématique du point de faiblesse, Hadoop permet, depuis la version 2, d'ajouter un serveur, un réplica du serveur de métadonnées qu'on appelle name node secondaire. Et il va aussi permettre de faire ce qu'on appelle une fédération de domaines de cluster Hadoop, où on va avoir plusieurs domaines, avec à chaque fois un serveur maître, un serveur secondaire. Et là, ça va permettre de répondre à la contrainte, à la problématique du goulot d'étranglement au niveau du serveur maître et à la montée en charge. HDFS, donc c'est le système de fichiers proposé par Hadoop. C'est un stockage worm, donc pour faire une écriture et de multiples lectures. Hadoop est performant en termes de débit, mais pas en termes de latence. Il est optimisé aussi pour des lectures séquentielles et pour des gros fichiers. Alors les données sont découpées en blocs de 128 mégaoctets et répliquées par défaut 3 fois sur les serveurs de stockage. Et donc l'emplacement de ces différents blocs est géré par le name node. Un des avantages en fait d'utiliser des blocs de grosse taille, c'est que le name node va pouvoir gérer plus de fichiers que si c'était des blocs de petite taille. Et il va aussi avoir le layout du fichier, c'est-à-dire la localisation des différents blocs du fichier va être réduite par l'utilisation de ces gros blocs. Donc Hadoop permet de paralléliser massivement. Donc les clients s'adressent directement au data node pour le transfert de fichiers. Et Hadoop est très fort pour monter à l'échelle. Donc on peut avoir un cluster de 2 à plus de 10 000 machines actuellement. Hadoop a aussi la conscience des baies de stockage. Donc ça va permettre d'être tolérant à la panne d'une baie de stockage. Donc il va s'arranger pour répartir la donnée sur des baies différentes. Et donc ça va permettre également, si une baie tombe en panne, voilà, c'est pas grave. Et un autre avantage aussi, c'est que lorsque une baie va tomber en panne, il va savoir quelles sont les baies les plus proches. Et dans le cadre d'un calcul, par exemple, il va pouvoir déplacer le traitement sur la baie la plus proche qui contient la donnée qu'il doit traiter. Concernant ce traitement, alors le MapReduce de Hadoop est basé sur 2 éléments. Le job tracker, donc qui est chargé de la distribution des traitements, répartir les tâches sur les task trackers. On a une instance par cluster qui est généralement sur le serveur de métadonnées. Et du coup, les task trackers, donc c'est ceux qui exécutent les tâches et ils sont sur les data nodes, les serveurs de stockage. Alors voici un exemple un peu plus concret de MapReduce. Donc ça consiste à faire un word count. On va compter les mots dans un fichier. Donc on a notre fichier qui contient plusieurs mots. La donnée est distribuée sur l'ensemble des serveurs de stockage. Du coup, la fonction map va s'exécuter sur chacune de ces données, chacun de ces serveurs. Elle va compter les mots. Voilà, elle compte les mots. Ensuite, on a une étape de shuffling qui va regrouper la donnée par clé identique. Et ensuite, le reduce qui va s'exécuter sur chaque clé identique afin ici de compter le nombre de mots pour ensuite obtenir le résultat.
Voilà. Ah ben on en est au TP Hadoop. Ça a été rapide. Oui. Question. HDFS, c'est directement sur le device ou c'est au-dessus d'un autre file system? C'est au-dessus d'un autre file system. Ouais. Et lesquels? Je ne sais pas en détail, mais je sais que c'est au-dessus d'un autre file system. Ouais. Après. Ouais. Donc après, oui, je ne suis pas expert. Je vais essayer de répondre à vos questions, mais voilà. Tu peux revenir sur le slide de juste avant, s'il te plaît? Et pourquoi au niveau shuffling, on ne compte pas? Pourquoi transmettre deux fois dans l'événement BIR1 et pas directement compter deux entre l'étape de mapping et de shuffling? C'est qu'on transmet plus d'informations. Ouais, c'est parallélisé. Non, mais c'est sur un nœud, là. Après, là, tu vois que chaque nœud n'a qu'un seul mot. Donc, Non, mais sur la case en dessous, putain. Ah oui, là, Ouais. bah, c'est que chaque traitement est découpé en tâches simples. Et Ok. Non, mais c'est qu'il faut quand même que tu tries pour savoir vers quel nœud ensuite tu l'envoies. Donc il y a quand même un coût lié au tri pour se rendre compte qu'il faut que tu envoies tous les cars vers le nœud car et tous les rivers vers le nœud de river. Ça coûte pas plus cher de en fait compter. Là, je pense que le but c'était de paralyser les choses parce que sinon, à la limite, on s'en sort mieux en gérant un arbre binaire pour faire ce genre de truc. Mais à ce moment-là, on est séquentiel. Oui, c'est plus rapide. Oui, non, je pense que c'est un exemple illustré, mais l'opération normalement de mapping, c'est une fonction et habituellement il y a une réduction de la donnée. Oui. Donc après, c'est beaucoup plus simple, disons, de réordonner sur des petites données qui sont finalement le résultat d'une fonction appliquée à un gros jeu de données. Bon, on va reprendre sur la deuxième partie, donc, qui concerne les bases de données non relationnelles. Donc, à la fin des années 90, les bases de données relationnelles ont commencé à atteindre leurs limites en termes de volume, de vélocité, de variété, enfin, pour répondre aux objectifs aux besoins des applications à grande échelle. Et c'est comme ça qu'est apparu les bases de données non relationnelles. Donc ces objectifs pour répondre à ces besoins ont été atteints en sacrifiant quelques qualités des bases de données non relationnelles, des bases de données relationnelles. Par exemple, on a perdu le requêtage SQL, d'où le nom de NoSQL. On a perdu le modèle relationnel, on est passé à du non relationnel qui est plus adapté à stocker de la donnée non structurée. On perd les qualités d'intégrité et de cohérence acide, qui étaient les qualités des bases de données relationnelles. Mais du coup, ça permet d'obtenir de l'enregistrement et de l'extraction de données rapides. Alors, les bases de données non relationnelles vont se placer soit vont être plus performantes en écriture qu'en lecture. Par exemple, Cassandra est plus performante en écriture et MongoDB est plus performant en lecture. Alors, un petit rappel sur les propriétés des bases relationnelles, donc on appelait ACID. Alors, ACID, c'est pour atomicité, cohérence, isolation, durabilité. L'atomicité, c'est le fait qu'une transaction s'exécute entièrement ou pas du tout. La cohérence, c'est que la base de données passe d'un état cohérent à un état cohérent, avec une possibilité de rollback.
L'isolation, c'est le fait que les transactions n'interfèrent pas entre elles. Une transaction non achevée ne sera pas visible dans le système. Et oui, il y a une étanchéité entre les données propres et les données en cours de traitement. Et la durabilité, c'est le fait que toute transaction achevée perdure dans le temps, même après un redémarrage du système. Alors ces propriétés ne sont pas adaptées dans un environnement distribué où ça va impliquer des latences entre les serveurs pour que les serveurs se synchronisent. Du coup, les propriétés bases ont été proposées pour caractériser les bases de données NoSQL. Alors bon, il y a un petit jeu de mots entre acide et base. Donc base, c'est pour Basic Availability, la disponibilité de base. Donc l'objectif ici, ça va être de fournir un service disponible. C'est un des points importants du système. Donc quelle que soit la charge de la base de données, le système doit garantir la disponibilité de la donnée. Soft state, le S, c'est un état, on pourrait dire, flou de la base. C'est-à-dire que la base va pouvoir changer, même sans qu'il y ait d'écriture au sein de la base, lors, par exemple, d'un ajout de serveur pour augmenter le volume. Et elle n'a pas à être cohérente, du coup, à tout instant. Et E pour Eventually Consistency, pour la cohérence différée. Donc des transactions peuvent entrer en conflit, mais un état cohérent sera atteint plus tard. Donc en résumé, toutes ces propriétés vont favoriser la disponibilité du service au détriment de la cohérence. En 92, il y a un certain Brewer, en 99, un certain Brewer qui a exposé un théorème qui s'appelle le théorème CAP, qui s'applique à toutes les bases de données, donc relationnelles ou non relationnelles. Et qui consiste à 3 propriétés qui caractérisent les bases de données. Donc la consistance, la cohérence, c'est-à-dire que tous les clients vont voir exactement la même donnée dans la base. Donc on a par exemple une cohérence forte en acide et une cohérence plus faible dans les caractéristiques bases. La disponibilité, donc c'est-à-dire que le système tourne toujours. Il y a aussi une notion de rapidité au niveau de la requête, du temps de réponse de la requête. Et une troisième propriété qui est la tolérance au partitionnement. Donc quand on est sur un système distribué, il faut que s'il y a une coupure réseau, le système s'il se scinde en deux, les deux systèmes doivent pouvoir continuer à vivre chacun de leur côté, répondre aux requêtes de lecture. Et en fait, ce théorème, Brewer, ce théorème indique qu'on peut respecter seulement 2 propriétés parmi les 3. Alors ça peut se vérifier facilement quand on étudie les requêtes concurrentes sur le même type de données, sur la même donnée. Donc là, c'est un exemple qui illustre. Alors, du coup, comme on peut respecter que 2 des propriétés, les bases de données, elles vont se positionner sur des couples de ces 3 propriétés. Donc on va avoir des bases de données qui vont plutôt s'orienter vers la cohérence et la disponibilité, d'autres vers la cohérence et la distribution, et d'autres vers la disponibilité et la distribution. Donc là, par exemple, si on prend le cas du couple cohérence-disponibilité, on a 3 étapes, une écriture et 2 lectures sur la même donnée. Dans le cas d'une base cohérente et disponible, donc la cohérence est une propriété importante. Donc la première donnée en version 1, une fois qu'elle est modifiée, les 2 clients, les 2 lectures vont retourner exactement la même donnée. Donc là, on est cohérent, les clients voient exactement la même donnée. Si on passe sur un système qui privilégie la distribution, c'est-à-dire la capacité à, même en cas de coupure réseau, fournir une réponse
aux requêtes des clients, tout en préservant la cohérence. Donc la donnée, au moment où elle est modifiée, elle va devoir se synchroniser sur le second serveur, par exemple. Donc ça va nécessiter, ça va impliquer un temps de latence au niveau des requêtes. Et si on est dans un cas où du coup la cohérence est moins importante, où on privilégie la distribution et la disponibilité, donc là, la réplication entre les serveurs va se faire de manière asynchrone afin de privilégier la disponibilité, c'est-à-dire la réponse rapide au client. Voilà. Donc là, c'est un petit schéma qui montre un peu le placement des différentes bases de données sur les couples, donc disponibilité et consistance. Donc on voit que les bases de données relationnelles sont plutôt du côté consistance. Après, on a Mongo ici et Cassandra ici. Voilà. Alors, parmi les bases de données NoSQL, on a 4 types qui sont ceux-là. Donc, ils sont classés par ordre de complexité et ordre de structuration. Donc, le premier type, c'est les bases clés-valeurs. En gros, donc on a 2 éléments, donc une clé et une valeur. L'indexation se fait sur les clés et c'est un modèle très semblable aux tables de hachage, par exemple. Donc là, les logiciels, un exemple de logiciel qui est de ce type, c'est même CacheD, Redis, Aerospike. Le second type, c'est les bases colonnes. Donc là, ça peut ressembler à des tables dans le modèle relationnel, sauf que là, on va pouvoir avoir des colonnes, jusqu'à plusieurs millions de colonnes. Alors comment alors c'est un peu une évolution des bases clés-valeurs, où l'inconvénient des bases clés-valeurs, c'est qu'il n'y a qu'un seul index. Les colonnes vont en avoir plusieurs, donc 2, donc qui correspondent à la ligne et à la colonne qui permet d'identifier une cellule. Certaines bases vont aussi proposer un 3e index qui est l'horodatage, parce que pour chaque cellule, on va pouvoir avoir des versions antérieures. Et donc ça va pouvoir gérer un historique au niveau de chaque cellule. Alors les logiciels qui proposent ce type de base, c'est Cassandra ou HBase. Et puis voilà, donc qu'est-ce que je peux dire de plus? Le 3e type, c'est les bases documents. Alors les documents, ces bases, elles sont basées sur 2 structures qui sont soit du XML, soit du JSON. Et alors un document, là j'ai pris le cas du JSON, ça va ressembler à ça. Donc on a des champs et des valeurs, et une valeur peut être elle-même un document. Là par exemple, l'adresse c'est un document, donc on va pouvoir avoir une structure récursive. Donc les logiciels qui proposent ça, c'est Couchbase et MongoDB. Couchbase c'est une architecture peer-to-peer, et MongoDB c'est maître-esclave, donc maître au pluriel, esclave au pluriel. Le 4e type, donc là c'est le plus complexe, c'est les bases graphes. Donc les bases graphes offrent une structure plus complexe et ça permet de gérer des données qui sont liées, comme un réseau de transport, des relations entre individus sur Facebook par exemple. Alors les bases graphes, c'est une représentation de nœuds et de liens entre ces nœuds, donc qui correspondent à des jointures dans les mondes relationnels. C'est basé sur 2 ensembles théoriques des graphes, donc les graphes de propriété. C'est un graphe de propriété, alors c'est des nœuds et des liens. Les nœuds ont des identifiants et présentent des propriétés, et les liens peuvent avoir des identifiants aussi.
ils sont orientés entre les nœuds et ils peuvent avoir des propriétés. Le second ensemble, c'est les graphes de triple de ressources description framework. Bon. Le principe là, c'est que ces graphes sont représentés par deux nœuds avec un vecteur exprimant un fait entre ces deux nœuds. Donc, par exemple, on va avoir, je sais pas, Jacques ou alors, Jacques est le père de Jean où là, la personne travaille dans la compagnie. Et du coup, la taille de ces graphes se mesure en triple. Donc un triple RDF, c'est sujet, prédicat, objet. Et on va pouvoir avoir des graphes de milliards de triples et qui restent viables, quoi. Voilà. Alors, on commence à voir aussi d'autres types de bases de données qui sont des bases hybrides qui vont essayer de mêler un peu les deux mondes, donc le monde relationnel et le monde non relationnel, avec les avantages de chacun. Donc on peut avoir des bases relationnelles NoSQL qui se tournent vers des fonctionnalités des bases relationnelles, comme MemSQL, et inversement des bases relationnelles qui essaient d'intégrer des caractéristiques de bases NoSQL, comme VolDB. Bon, un petit mot là, certaines bases, vu que les GPU ont beaucoup évolué ces dernières années, il y a certaines bases qui commencent à les utiliser pour accélérer les traitements, comme Kinetica ou BlazGraph. Et alors, il y a aussi d'autres outils. Donc, même si on travaille sur du NoSQL, le SQL n'est pas mort, donc il continue. Et bon, parfois, ces traitements distribués, comme le MapReduce, va répondre à des besoins, mais il peut être intéressant de continuer à utiliser du requêtage SQL. Et c'est pour ça que certains outils sont apparus et permettent de convertir un requêtage SQL en MapReduce, par exemple. Donc on a HiveSQL et BigSQL. Donc HiveSQL, c'est pas du vrai SQL, c'est un simili SQL. Et voilà. On va passer à MongoDB. Alors MongoDB, c'est une base de données orientée documents qui a été développée en 2007. C'est multiplateforme. Un peu de terminologie MongoDB. Alors, chaque serveur Mongo peut contenir plusieurs bases de données. Chaque base de données peut contenir plusieurs collections. Donc les collections sur MySQL, ça peut représenter le terme de table. Et du coup, chaque collection contient un ensemble de documents. Donc, je ne sais pas comment le comparer aux bases de données relationnelles. Mais... les fonctionnalités principales de MongoDB, ça va être l'indexation. Donc l'indexation se fait sur les documents d'une collection. Par défaut, MongoDB propose un index automatique via un underscore ID. C'est l'index par défaut. On va avoir une réplication. Donc dans la terminologie MongoDB, ça s'appelle un réplica set. Mongo va aussi proposer une distribution de la charge qu'on appelle le sharding. Bon, il propose une implémentation de l'algorithme MapReduce et aussi de l'agrégation, qui est un paradigme un peu différent, qui permet de faire des choses similaires, mais c'est plus optimisé. Et il propose aussi des collections circulaires. Donc les collections circulaires, c'est des collections de taille fixe. Et une fois que la collection est pleine, les documents les plus anciens vont être supprimés. Donc c'est des collections avec un objectif de performance pour l'écriture et la lecture.
Pour l'indexation, il y a plusieurs types d'index. Donc on a des index sur un champ simple. Donc là, par exemple, on a indexé le score et on indique qu'on veut l'indexer de façon ordonnée avec le petit 1. Donc dans la table d'index, les documents de la collection qui ont le champ score seront indexés dans cet ordre-là. On peut avoir aussi des index composés, donc c'est-à-dire sur 2 champs dans la collection. Donc ici, le user ID et le score. Quand on met -1, c'est qu'on prend l'ordre inverse. On peut avoir des index multiqués. Donc là, c'est quand un champ de la collection contient une liste d'éléments, eh bien, Mongo va indexer automatiquement tous les éléments de la liste. Après, on peut avoir des champs sur des index sur des données géospatiales et des index sur des données de texte, où là, on va indexer, par exemple, des chaînes de caractères. Il y a plusieurs propriétés d'index. On peut avoir des index TTL. Donc là, ça va permettre d'indiquer, par exemple, de mettre un TTL à un document. Par exemple, au bout d'1 jour, le document sera supprimé automatiquement. On peut avoir des index uniques. Donc là, ça permet d'indiquer que le champ indexé doit être unique dans la collection. Sparse index, c'est intéressant quand on utilise des index composés, donc sur plusieurs champs du document, où là, on va indexer que les champs qui contiennent l'ensemble des champs indexés. Enfin, on va indexer tous les documents qui contiennent l'ensemble des champs indexés. Et les partial index, donc c'est des index qui vont indexer les documents qui répondent à un certain filtre. On va pouvoir définir un filtre pour indexer seulement une partie des documents. La réplication, alors qu'on appelle réplicaset sur Mongo. Donc c'est un mécanisme qui permet de répliquer l'information sur plusieurs serveurs, d'être tolérant à la panne et de distribuer la charge en lecture. Parce que, bon, alors là, on a un serveur primaire et 2 secondaires. L'écriture se fait toujours sur le serveur primaire et les lectures peuvent se faire sur les 3 serveurs. Comment se fait la réplication? Alors, lorsque le primaire écrit une donnée, il écrit d'abord dans son journal d'opération qu'on appelle oplog. Et ensuite, c'est les secondaires qui vont récupérer ce journal et appliquer les mêmes opérations sur ces serveurs. Donc c'est une application asynchrone. Voilà. La haute disponibilité est offerte via ce réplicaset. Donc il y a un mécanisme de failover automatique. Donc lorsque le primaire tombe en panne, par exemple, un des secondaires est élu comme maître. Alors, par défaut, il faut attendre 10 secondes. Enfin, si le primaire ne répond pas pendant 10 secondes, le mécanisme d'élection d'un primaire est mis en route. Et alors Mongo assure que le temps d'élection ne dépassera pas les 12 secondes. Et pendant le temps d'élection du maître, l'écriture est impossible, mais les lectures sont toujours possibles. La distribution de charge sur Mongo, qu'on appelle sharding, c'est une méthode qui consiste à répartir une collection sur différents serveurs, qu'on va appeler des shards. Donc là, si on a une collection d'1 Tera, on aura 4 éléments de... Enfin, les shards contiendront un quart de la taille de la base. Donc ça permet le passage à échelle facilement. Alors ouais, les documents sont partagés dans des chunks, donc de 64 MO maximum, qui sont répartis sur les shards.
Alors, l'architecture d'un cluster Mongo distribué, il y a 3 instances Mongo. Donc on a, pour les plus simples, les shards qui peuvent être répliqués. Donc derrière, là, on peut avoir 3 serveurs, donc un shard principal avec 2 réplicas. On peut avoir autant de shards qu'on veut. On a ce qu'on appelle des routeurs Mongo. Donc ceux-là, c'est un peu comme... ils vont répondre aux clients, aux requêtes des clients. Et fournir une interface entre le client et le serveur et les shards. Et on a un serveur de configuration qui va stocker les métadonnées, les paramètres du serveur, du cluster, la configuration. Pour mettre en place la distribution de charge, il faut choisir ce qu'on appelle une clé de sharding. Alors une clé de sharding, ça va consister en un ou plusieurs champs sur la collection. Et donc qui va permettre de choisir comment répartir les éléments de la collection. Alors, ça va influencer l'efficacité de la base, donc en termes de performance, en termes de répartition des données sur les shards, et en termes de aussi mise à l'échelle, montée à l'échelle plus tard. Donc il y a 2 types de clés de sharding. Les clés qui se basent sur... ah oui, alors je ne sais pas si je l'ai dit, quand on choisit une clé de sharding, après il est impossible de la changer. Donc si la base, si la collection se remplit, eh bien on ne peut plus changer la clé. Donc c'est important de choisir une bonne clé dès le départ. Et ça dépend de plusieurs situations, de notre cas. Alors, il y a 2 types, les clés basées sur des intervalles. Donc là, ça va diviser la collection en se basant sur un intervalle de clés. L'avantage, c'est que les clés proches vont se retrouver sur les mêmes serveurs, ce qui va permettre, si on fait des requêtes sur un intervalle de données, ça va accélérer le requêtage. Par contre, l'inconvénient, c'est que si nos données sont pas distribuées de façon homogène, du coup, il y a des serveurs de shards qui vont se retrouver avec énormément de données et d'autres avec très peu. Voilà. Et du coup, il y a le second type de clé de sharding, qui est le hash-based sharding. Donc là, ça va utiliser une fonction de hachage qui va répartir plus équitablement les données sur l'ensemble des shards. Donc une meilleure distribution sur l'ensemble du cluster. Le MapReduce sur Mongo, alors il fonctionne de cette manière. Donc on écrit, c'est du langage JavaScript. Donc là par exemple, on a une table qui contient des achats. Et on va essayer de calculer le montant total des achats par client. Alors là, dans cet exemple, il y a une première requête qui est faite pour filtrer les statuts de clients. Donc là, on s'intéresse au client A. Ensuite, on va effectuer un map sur cet ensemble de clients, de documents. Alors là, le map, il est écrit de cette manière. Déjà, le MapReduce en Mongo s'applique sur une collection, là, qui est order. Donc le map, c'est une fonction qui va regrouper les montants pour chaque cust.id identique. Donc là, on voit qu'on a le cust.id A123, on a un deuxième. Donc on va regrouper ces montants qui sont 500 et 250 pour le même client. Et après, la fonction reduce, donc qui va faire la somme des valeurs regroupées pour obtenir après le résultat qui sera mis ici, la sortie là, qui sera mis dans la table, dans la collection plutôt, order total. Voilà. L'agrégation, donc c'est dans MongoDB, c'est
une seconde méthode pour faire de l'analyse dans les données. Alors le principe, c'est que on va pouvoir mettre plusieurs étapes dans l'agrégation. Donc là, il y en a 2, par exemple, il pourrait y en avoir beaucoup plus. Donc on reprend le même exemple. On a nos clients avec les achats réalisés. La première étape là qu'on va faire, c'est un match. Donc on va s'intéresser au statut A. Donc ça va nous permettre de filtrer le statut, les clients qui ont le statut A. Et la seconde étape, ça va être une opération de groupe avec l'opérateur somme. Donc là, ça va nous permettre de faire la somme sur chaque client dont le cust-ID est identique. Alors c'est plus efficace, mais c'est moins flexible apparemment. On peut exprimer des requêtes. Les requêtes vont être plus simples, mais c'est toujours autant parallélisable ceci. Ouais, les possibilités de requêtage sont plus limitées. Et c'est le TP. Ah, mais je suis rapide. Attends. Là ? Oui. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux le refaire parce que j'ai pas tout suivi sur ce que fait la fonction map là. Alors la fonction map en fait, elle a 2 paramètres. Donc le premier paramètre qui est cust-ID et le deuxième là qui est. En fait, elle va prendre tous les documents qui ont le même cust-ID. Qui correspond au premier paramètre, et va regrouper les montants dans une liste, ici, là. Je ne sais pas si c'est plus clair. Okay. Mais alors, en fait, qui est-ce qui fait le query, en fait, à gauche ? Voilà, c'est juste que dans la méthode, dans notre fonction MapReduce, on a rajouté un paramètre query, et ça, c'est MongoDB qui fait une première étape de requêtage, enfin de filtre. Alors peut-être avant de... Quel champ il faut comment tu sais quel champ il faut sommer? Là, ouais, dans le map, on va passer tous les montants qui vont se retrouver sous forme de liste. Et après, le reduce, la fonction là, elle prend clé-valeur. Donc pour chaque clé identique, eh bien, elle va exécuter, elle va faire une somme de tous les éléments de la liste. Et, En fait, si tu rattaches à ton schéma de tout à l'heure, il y a 2 étapes dans Reduce que tu n'as pas séparées. Tu as le folding et le... Si tu compares par rapport au schéma que tu as fait tout à l'heure sur le MapReduce, il y a 2 étapes dans le Reduce, que tu n'as pas détaillées. Et donc, il y a l'étape de regroupement de l'ID, une valeur avec la key qui vaut l'ID que tu cherches. Et après, il y a la somme des valeurs. Et le Reduce, il fait les 2 choses. Enfin, par rapport à ton schéma de tout à l'heure, où tu avais nommé ça folding ou Shuffling, ouais. Donc, tu as ces 2 étapes dans le Reduce, là. Non, le shuffling, c'était pour rassembler les éléments de la même clé au même endroit. Alors que là, le map, c'est ce qu'il fait, ouais. Je vois pas. Non, là, le map, il regroupe les valeurs, les montants des clients dont l'ID est identique.
Après, effectivement, peut-être que derrière, MongoDB, il fait une étape de shuffling là. Oui. Et là, ça s'exécute sur un seul nœud MongoDB. Tout ça. Non, le traitement est distribué. Après, tu peux exécuter tes analyses, enfin ton MapReduce. C'est sur le master, non? C'est sur le primaire. Ouais, j'ai jamais fait de sharding, du coup je sais pas trop, mais tu dois le faire effectivement sur les routeurs. Ouais. Donc les serveurs qui étaient ici là. Tu dois effectuer ton MapReduce sur un de ces serveurs. Ouais. Mais c'est comme, enfin, moi j'ai du mal à comprendre la distribution parce qu'à un moment donné, à chacune de ces étapes, tu es obligé de reconstruire, enfin de rendre constituant de nouveau l'ensemble des données. Donc ça ne peut être qu'unitaire. Là, tu veux dire que les données sont stockées. À un moment donné, pour arriver après ton query à regrouper l'ensemble des informations, faut synchroniser, enfin faut resynchroniser et retomber sur l'ensemble de ces informations dans une seule table si on peut. Ça se fait où ça? C'est là que complètement distribué. Là, je sais pas. Alors, je vais vous proposer une réponse à la question. En fait, si vous avez donné une clé d'index pour le sharding, il va travailler avec cette clé d'index et il va conserver les données au niveau du serveur où les données sont traitées. C'est-à-dire que si là, on avait par exemple 2 shards, finalement, on pourrait avoir le shard qui traite tout ce qui est bleu ciel, et le shard qui va traiter tout ce qui est, je sais pas, l'autre couleur, je ne sais pas la distinguer. Et en fait, c'est le système lui-même qui gère tout ça en fonction de la façon dont tu l'as configuré, via les index de sharding. Alors, peut-être juste avant de passer au TP, je vais continuer sur quelques mots sur l'apprentissage. Voilà, ça va être très simplifié. Hein. Donc, l'intelligence artificielle, là, c'est l'ensemble des théories et des techniques qui vont essayer de simuler par les machines l'intelligence humaine. Le machine learning, ça va être un sous-ensemble de cette intelligence artificielle donc c'est un domaine dans lequel on va étudier comment des algos peuvent apprendre en étudiant des exemples. Donc, il ne s'agit pas d'enseigner comment résoudre un problème, mais plutôt d'enseigner comment apprendre à résoudre un problème. Et le deep learning, c'est une manière particulière de faire du machine learning. Alors, il y a 2 techniques dans le machine learning, on utilise des neurones artificiels. Donc, ça correspond aux neurones dans le cerveau humain. Donc le fonctionnement, c'est que les neurones, ils vont recevoir des signaux et en fonction des signaux reçus, ils vont envoyer un signal via leur axone. Les neurones artificiels fonctionnent de la même façon. En fonction des signaux reçus, ils vont effectuer une fonction mathématique qui va influencer la sortie ici. Par exemple, si une somme est supérieure à x, on envoie 1, sinon on envoie 0. Avec tous ces neurones, on va pouvoir créer des réseaux de neurones, donc avec des réseaux d'entrée, des neurones d'entrée, des neurones intermédiaires et un ou plusieurs neurones de sortie. Alors, pour vous expliquer très simplement le machine learning, je vais prendre l'exemple d'une reconnaissance d'image. Alors, l'objectif, ça va être de reconnaître des bus. Enfin, est-ce que cette image est un bus, une voiture, un train, etc. Et donc, la technique en machine learning, c'est qu'on va d'abord passer par une première étape pour dresser une liste de caractéristiques. Donc, par exemple, les voitures, c'est constitué
de 4 roues, les trains, il y a plus de roues, les bus, c'est plus gros, il y a une surface vitrée plus importante, les motos, c'est... Voilà. Donc on dresse une liste de caractéristiques qu'on va passer à notre réseau de neurones. Et donc lors de la phase d'apprentissage, le réseau de neurones va évoluer pour nous fournir la réponse après, est-ce que cette image est une voiture, un bus, etc. Bon, c'est très simplifié. En fait, le deep learning... Tu peux parler de la liste des caractéristiques. La liste des caractéristiques ? Qui fait la liste des caractéristiques? Ah oui, ben, la liste des caractéristiques, donc c'est bon, un travail du data scientist, enfin un travail humain. Et voilà. Ouais. Alors, un exemple de machine learning, ça peut être l'anti-spam. Voilà. Et du coup, le deep learning, c'est que on va utiliser des réseaux de neurones profonds, donc avec beaucoup plus de couches. Et là, plutôt que de dresser une liste de caractéristiques, on va envoyer l'image dans le réseau de neurones et on va se rendre compte qu'au final, le réseau de neurones, il va dresser lui-même, il va apprendre de lui-même la notion de roue, par exemple, la notion de surface vitrée, qui vont lui permettre de reconnaître si c'est un bus, une voiture, etc. Et alors pourquoi le deep learning est très en vogue depuis une dizaine d'années? Et pourquoi je parle de ça? Eh bien parce que ça s'appuie sur l'aspect volume du big data. Donc là on a par exemple ImageNet qui propose des millions d'images et qui existe depuis 2005. Et donc ça a facilité cette phase d'apprentissage et l'accès aux données identifiées. Si vous allez par exemple sur le site, vous pouvez retrouver des milliers d'images de chats, etc. Bon, voilà mes sources. Et